À la recherche des heures célestes, pour habiter, il faut du temps. La couette roulée en boule sur le lit, les habits de la veille jetés en pagaille sur le fauteuil, la vaisselle du petit déjeuner amoncelée dans l'évier. Les rideaux qu'on n'a pas pris la peine de tirer, les volets qu'on a négligé d'ouvrir avant de partir. De la journée, la lumière n'entrera pas dans la maison. Au salon, la table disparaît sous le courrier non ouvert, les livres et les journaux qu'on y a déversés au fil des jours. On réarrange sommairement les tas lorsqu'ils s'effondrent pendant qu'on dîne, menaçant de s'inviter dans nos assiettes. Dans la salle de bain, le panier à linge déborde. Le week-end, 1000 occupations plus passionnantes que le ménage nous appellent, qu'il faut caser en seulement 2 petits jours. Alors on se résout à vivre dans la poussière et le désordre, du moins jusqu'à ce que notre environnement devienne trop chaotique. Je me raccroche au souvenir de cette image façon année 1950 montrant une ménagère occupée à frotter une baignoire étincelante, à genoux sur le carrelage en tablier, un sourire niais sur le visage, avec ce slogan « Une maison propre est le signe d'une vie gâchée ». Mais ce n'est pas seulement la maniaque de l'ordre contrarié qui en moi se désole devant ce spectacle offert jour après jour par le 2 pièces d'un couple qui travaille à plein temps. Car il soulève une interrogation. Habitons-nous vraiment nos maisons, nos appartements ? Et si tous ces signes visibles d'un empêchement, d'une interruption, d'un arrachement en symbolisaient d'autres ? L'interruption est l'empêchement de processus existentiels, oniriques, affectifs, intellectuels, un arrachement à nous-mêmes. Et si ce paysage domestique, empoussiéré, déstructuré par l'entassement hasardeux des objets, avec ses strates inférieures que l'on n'explore plus, était aussi un paysage intérieur ? L'impossibilité de faire corps durablement avec notre lieu de vie nous empêche d'expérimenter ce à quoi ce contact prolongé pourrait permettre d'éclore, le cercle vertueux qu'il pourrait engendrer. La maison, dit Bachelard, multiplie ses conseils de continuité. Sans elle, l'homme serait un être dispersé. Mais le mode de vie du plus grand nombre laisse-t-il vraiment cette puissance s'exercer ? Il y a des années, dans une enquête sur la dislocation du temps subie par des salariés de l'ouest de la France travaillant en horaire décalé, une ouvrière de l'agroalimentaire témoignait. Quand elles ont un mardi de congé, mes collègues se dépêchent de rattraper le retard dans leur maison. Elles reviennent fatiguées, je le vois bien, elles disent « j'ai fait mes vitres ». Ce détail est resté fiché dans ma mémoire. On peut y voir le poids qui pèse sur les femmes et qui leur interdit toute estime d'elles-mêmes si elles n'entretiennent pas impeccablement leur logement. Mais des vitres propres, c'est aussi le plaisir d'un intérieur plus lumineux. C'est une vision plus nette du monde extérieur. Pour qu'on puisse l'apprécier, cependant, encore faut-il que le ménage n'ait pas épuisé le temps libre dont on disposait. Ayant pris des vacances pour travailler à l'écriture de ce livre, je passe le premier jour à nettoyer et à ranger. Le lendemain, en me réveillant dans un appartement propre et net, avec devant moi la perspective de pouvoir en profiter sans restriction pendant une semaine entière, j'effectue une petite danse de joie à travers les pièces. À mes yeux, les maisons les plus fascinantes sont celles où l'on peut imaginer s'enfermer pour une très longue durée. Bien sûr, ce fantasme est destiné à en rester un. Il ne s'agit pas d'imiter les preppers américains qui se préparent à l'effondrement de la civilisation en stockant des provisions, des médicaments et des armes. C'est une aspiration motivée par les voluptés du dedans, par la conviction obscure que, si l'on peut maintenir assez longtemps cette unité de lieu, il se passera quelque chose. Davantage que par la défiance envers l'extérieur. Cette disposition explique aussi mon amour du thé. Sa préparation signifie la possibilité de se laisser glisser dans une durée paisible, celle de la conversation, de la lecture ou de l'écriture. Lorsque je visite un intérieur qui me plaît, ce qui achève de me séduire, c'est d'apercevoir une belle théière sur une table ou sur une étagère.
Le thé, pour moi, représente du temps à l'état liquide, chaud et parfumé. Prendre possession d'un lieu où l'on ne manque de rien, s'y calfeutrer tel un écureuil dans le creux d'un arbre avec sa provision de noisettes, porte à son paroxysme le réconfort primitif du refuge. Lorsqu'on le quittera, ce sera par désir et non par nécessité. C'est pourquoi, lorsque je me plonge dans la pléthore d'images d'abris de toutes sortes partagées sur Pinterest, j'ai du mal à me projeter dans ceux qui ne disposent pas au moins d'une arrivée d'eau et de toilettes. Il faudra en ressortir trop souvent pour que cela me fasse vraiment envie. Prenez les refuges périurbains en bois. Le nuage, la vouivre, le tronc creux, les guetteurs, la belle étoile, le hamac, créé par des collectifs d'artistes bordelais, Zebra 3, By Self. Très beau, très poétique, mais pas pour moi, car ils contiennent des couchettes et rien d'autre. La tiny house, on l'a dit, permet d'embrasser d'un seul regard tous les équipements indispensables, toutes les fonctions constitutives d'une maison. Cette synthèse profondément satisfaisante n'a-t-elle pas à voir avec la suggestion d'une autosuffisance, d'un enfermement possible ? Pour la même raison, alors que je ne crois pas avoir particulièrement la folie des grandeurs dans mes rêves de maison, il y a tout de même un caprice de riche que je comprends, la piscine intérieure. Car même lorsqu'on dispose d'un espace où l'on peut assurer l'entretien de son corps du point de vue du sommeil, de l'hygiène, de la boisson et de la nourriture, il faut encore aller chercher au dehors le maintien de sa forme. Goncharov décrit Oblanov, qui a 32 ou 33 ans, comme prématurément un peu flasque, faute d'exercice ou faute d'air, ou faute d'exercice et faute d'air à la fois. Alors, pouvoir tout au long de l'année se muscler et se détendre, éprouver cette sensation d'aisance, de recentrage et d'équilibre qu'apporte la nage sans même avoir à sortir de chez soi. Les chats ont cette habitude caractéristique. Lorsqu'ils ont repéré un emplacement qui leur paraît confortable, qu'il s'agisse d'une parcelle de duvet, du coussin d'un fauteuil ou de vos genoux, avant de s'y installer, ils le pétrissent de leurs griffes à n'en plus finir, en ronronnant à plein régime, comme si l'anticipation du plaisir était déjà un plaisir. Ce moment où ils s'y laisseront tomber d'un petit déhanchement, se coulant dans le creux moelleux qu'ils auront amené à la température idéale, ils le retardent à l'infini, conscients d'avoir la vie devant eux. Le temps qu'ils mettent à le préparer n'a d'égal que le temps où ils y resteront lovés, formant un cercle parfait, le museau enfoui dans les pattes, astres tournoyants, comme s'ils étaient sortis du temps et entrés dans une dimension qui leur permet de n'être définitivement plus concernés par l'écoulement linéaire des minutes et des heures. Il faudrait pouvoir s'offrir de longues périodes où l'on ferait comme eux. Il faudrait pouvoir émerger en douceur d'une nuit de sommeil qui vous déposerait sur la grève du jour comme le ressac d'une mer calme, au lieu de subir l'élancement au cœur, la déchirure du rêve que provoque la stridence du réveil. Il faudrait pouvoir rester encore un peu allongé, bien au chaud, à écouter les bruits les plus ténus dans la maison et au dehors, à rêvasser, à contempler le plafond et à passer en revue les 1000 bonnes raisons de se lever, à réfléchir à ce que l'on projette de faire, à se pourlécher en composant le menu du petit déjeuner. Pour moi, un thé vert à la fraise, un chocolat chaud et un croissant à tremper dedans, de la guimauve à la framboise ou à la banane, des amandes grillées, un jus d'orange pressé et un yaourt au lait de brebis avec une cuillère à soupe de miel. Et pour vous ? Alors, l'élan nécessaire pour repousser la couette d'une ruade, pour renouer avec la verticalité et poser le pied par terre, répondrait à une nécessité intérieure irrésistible. Le cœur battant d'impatience, plutôt qu'à ce sursaut de courage et de résignation mêlée par lequel on se boute soi-même hors du lit. Il faudrait pouvoir mettre de la musique, allumer quelques bougies et déjeuner tranquillement, en conversant, si l'on n'est pas seul, en contemplant les jeux de la lumière sur les murs et les décors de la pièce, ou l'atmosphère gorgée d'ombre des jours gris et pluvieux que trouerait l'éclairage des lampes.
Puis viendrait le moment d'entrer pleinement dans la journée, faire sa toilette, aérer la chambre, ouvrir le lit, le battre et le refaire avec soin, jusqu'à ce que sa surface généreuse et sereine évoque celle de la mer que l'on admire en plissant les yeux, jusqu'à ce que son aspect ordonné, à nouveau intact, dissipe les dernières brumes de la nuit écoulée, tout en vous parlant déjà des voluptés de celle à venir. Ensuite, on pourrait vaquer à ses occupations, quelles qu'elles soient. De temps à autre, une tâche ménagère fournirait l'occasion d'une pause, d'une remise en mouvement. En étendant une lessive, en lavant une tasse, tel un plongeur remontant brièvement à la surface pour embrasser le panorama du regard entre deux explorations sous-marines, on prendrait le recul et on verrait se dénouer sans même y penser les difficultés du travail sur lequel on s'acharnait en vain. Occupant la maison de Thierry et Floristella Vernet en leur absence, Nicolas Bouvier, dans une lettre qu'il leur adressait, avait cette réflexion. Je ne comprends pas que les gens ne fassent pas retraite au moins une fois l'an. C'est si nécessaire, ces trêves à la faveur desquelles le travail se retourne comme un gros chat, se modifie profondément, à la faveur desquelles aussi on peut relier plus solidement le passé et l'avenir, réfléchir à la direction que prend sa vie. Xavier de Maistre profite ainsi de sa réclusion pour se replonger dans les lettres échangées avec ses amis les plus chers au cours de leur jeunesse. Lorsque je porte la main dans ce réduit, il est rare que je m'en tire de toute la journée. Le temps est le trésor vital des casaniers. Pour le processus qu'ils espèrent enclencher, il leur en faut beaucoup, bien plus que les normes sociales ne sont disposées à leur en accorder. Il leur en faut une profusion dans laquelle ils pourront plonger, s'ébattre, s'ébrouer, virevolter. Week-end et vacances sont appréciables, certes, mais dérisoires, autant être lucide. Un site consacré à la décoration intérieure invite les propriétaires des maisons ou des appartements photographiés à écrire sur une page de carnet ce qu'ils aiment le plus faire chez eux. Au milieu des réponses convenues, profiter de la présence de mon mari et de ma fille, préparer de bons dîners pour mes amis, celle-ci se détache. Perdre la notion du temps. Sauf que cette aspiration se heurte à un nombre d'obstacles dont la seule énumération donne le vertige. L'éléphant au milieu du couloir, le travail. Le plus massif, le plus évident, c'est la place prise par le travail, même si on l'interroge peu. Auteur de toutes sortes de projets fous, maison en carton, maison de vacances à géométrie variable, maison de vacances sur fil, l'architecte et ingénieur Guy Rottier avait imaginé en 1979 une maison éolienne posée au milieu d'un lac, livrée aux caprices du vent qui faisait tourner ses pièces autour d'un axe central. Le dessinateur Reiser, avec qui Rottier monta une exposition commune en 1980, montrait ses habitants expulsés de chez eux le matin par une bourrasque un peu plus forte que les autres. Et hop, tout le monde au boulot. Et quand il n'y a pas de vent, interrogeait un patron en tapotant sur son bureau. Réponse, quand il n'y a pas de vent, on reste chez soi. C'est une maison éolienne qui aura beaucoup de succès dans les pays où il y a peu de vent, concluait un personnage. Après y avoir longtemps échappé, Philippe de Jonquière, auteur de cette œuvre inclassable qui est le site désordre.net, expérimente depuis quelques années une vie de bureau normale, 8 heures par jour dans un open space. Pour tenter de résister à l'ennui, à l'usure, au sentiment qu'on lui vole son temps, il en tient la chronique sous le titre « Contre ». Un jour, il raconte comment, parce que sa fille est malade, il a obtenu de pouvoir rentrer chez lui à midi pour lui préparer à manger. Il dit l'incongruité enchanteresse de retrouver le cadre familial de sa maison, cette maison qui ne devrait pas exister à cette heure, et de la découvrir à la lumière du jour, alors qu'en hiver habituellement, en dehors des week-ends, il ne la voit que plongée dans la nuit, le matin et le soir. Quand tu repars au travail, tu te demandes pourquoi tu le fais. Ailleurs, il confie franchement, des fois tu te demandes intimement qu'est-ce qui te retient effectivement de partir de ton travail et de rentrer chez toi.
Avant d'être salarié, j'avais pris l'habitude, lorsque mon compagnon s'absentait pour quelques jours, de m'enfermer avec assez de provisions pour tenir un siège et de passer mes nuits à lire ou à écrire, n'allant me coucher que quand je tombais de fatigue. Je n'ai jamais oublié ma béatitude un jour en entendant résonner derrière le rideau au petit matin, alors que je n'avais pas vu les heures filer, le chant flûté des oiseaux dans la cour. Ce son magique, radieux, tellement lié au retour de la lumière qu'il est presque lui-même une lumière. Ce moment est resté pour moi le symbole d'une région de l'expérience où j'ai très peu de chances de retourner. Pour pouvoir se l'autoriser, il faut disposer d'une amplitude temporelle difficile à déployer dans une vie de salarié, par définition très encadrée. Pendant des années, j'ai retiré de mon emploi tout ce qu'il y avait à en retirer. L'immense réconfort de la sécurité matérielle, le plaisir d'aller chaque matin retrouver ma place dans une équipe, la satisfaction d'améliorer ma culture politique et ma connaissance du monde. Ce boulot m'a socialisé, cultivé. J'en avais besoin. Mais depuis quelque temps, il se produit comme un retour de balancier. Je m'essouffle. Ayant eu la chance fragile jusqu'ici d'expérimenter le salariat sous sa forme sans doute la plus clémente, un travail qui a du sens à mes yeux, dans un environnement enrichissant et un cadre agréable, je peux distinguer lesquels de ces inconvénients lui sont absolument consubstantiels par opposition aux fléaux dont il s'accompagne trop souvent. Sentiment d'absurdité ou d'inutilité, pénibilité physique, harcèlement de la hiérarchie ou des collègues. Ce découpage du temps qui, au début, m'avait fait du bien, je le vis comme un carcan. Je n'aime pas la séparation sournoise d'avec moi qu'il induit, l'exil dans lequel il me maintient. Peut-être parce que j'ai connu autre chose. Je panique à l'idée que cette course de « et » que sont mes semaines va continuer pendant encore 20 ans. Je partage le constat effaré d'Oblonov durant la courte période où il fait l'expérience de la vie de bureau. À peine avait-on liquidé une affaire que déjà on entamait rageusement une autre, comme si le salut de l'Empire en eût dépendu. Et pourquoi ? Pour l'oublier aussitôt terminé et se jeter sur une troisième affaire. Bref, cela n'avait jamais de fin. Ce qui l'amène à répéter « Mais quand donc a-t-on le temps de vivre ? Quand donc a-t-on le temps de vivre ? Pourtant, lui aussi travaille dans de bonnes conditions. Il en vint ainsi à souffrir, à craindre, à vivre dans la détresse, même sous les ordres de ce chef doux et condescendant. J'ai les moyens d'acheter des livres, mais moins de temps pour les lire. En contemplant les piles qui encombrent l'appartement, j'essaie d'évaluer de combien leur volume dépasse déjà la somme de temps que j'aurai jamais à leur consacrer. Je découvre avec soulagement qu'en japonais il existe un mot pour cela. Tsundoku. Acheter des livres et ne pas les lire, les laisser s'empiler sur le sol, les étagères ou la table de nuit. Auparavant, aucun essai ne me semblait trop ardu si le sujet m'intéressait. Je m'installais à la table du salon et je laissais les heures s'écouler sereinement, soulignant avec soin les passages marquants au crayon et à la règle. En protégeant ma concentration, la pièce autour de moi semblait me seconder dans mes efforts et partager l'émerveillement des révélations qu'il me valait. Désormais, la journée ayant épuisé mon énergie intellectuelle, je suis trop fatigué le soir pour faire autre chose que regarder des séries télévisées. J'aime beaucoup les séries, mais je reste à la porte des révélations, et un peu à la porte de chez moi aussi. À mon avidité à apprendre de mes collègues a succédé, ou se mêle, une inquiétude à l'idée de perdre ma propre voix. Évidemment, notre voix ne procède pas d'une génération spontanée. Elle n'est jamais que l'alchimie singulière de toutes les influences que nous subissons. Mais le temps passé au calme, à l'écart des autres, permet à cette décantation de se produire de la façon la plus complète et la plus subtile possible.
La maison, dit Mahmoud Darwish, est une chambre d'écoute de ce que nous avons de plus profond. Pour désigner le processus qu'autorise le geste de refermer une porte sur soi, je rencontre le mot musique. Un homme qui n'a pas le sens de la maison n'a pas de musique en lui, estime Mario Prats. Et Bouvier, prenant possession à Ceylan d'une chambre dont il a calculé qu'elle est la 117e depuis le début de son voyage, commente « La prochaine risque d'attendre longtemps son tour. Il faut bien s'arrêter de temps en temps pour apprendre à faire sa musique. Faire un peu chanter ses élytres, non ? En étant sans arrêt mobilisé sur la brèche, on ne fait qu'ingurgiter de façon désordonnée des influences que l'on n'a jamais la possibilité de métaboliser correctement. Sans compter qu'au travail, on peut rarement s'offrir le luxe de choisir les influences auxquelles on s'expose, bien que l'on y passe l'essentiel de son temps. Faisant remarquer à un proche un tic de langage, pourtant tout à fait anodin, qu'il a attrapé dans son milieu professionnel, je le vois s'affaisser de contrariété. Si la clé du bonheur, c'est d'être maître de son temps, comme le conclut le documentariste allemand Florian Opitz, au terme de l'enquête qu'il a menée sur les causes de sa propre frénésie, alors ce monde compte peu d'heureux. Une longue période, ne parlons même pas d'une vie entière, qu'on est libre d'occuper à sa guise et au cours de laquelle, délivré de toute contrainte, on peut suivre son propre rythme, ce luxe suprême, hormis les rentiers, peu de gens y ont accès, du moins pas avant la retraite. Dans nos existences, il représente un au-delà à peine imaginable. En 1794, Xavier de Maistre avait pu s'offrir son voyage autour de sa chambre parce que, officier de garnison en Italie, il avait été confiné chez lui durant 42 jours pour s'être battu en duel. Une sanction qui, à ses yeux, était loin d'en être une. Ils m'ont défendu de parcourir une ville, un point, mais ils m'ont laissé l'univers entier. L'immensité et l'éternité sont à mes ordres. Aujourd'hui, de telles circonstances sont néanmoins assez improbables. Au chômage, entre la nécessité de compter le moindre euro, la peur du lendemain et le harcèlement moralisateur des administrations, la tyrannie des politiques d'activation, le chantage aux moyens de survie, les simulacres aberrants auxquels on vous force, aucune chance de goûter à la liberté enivrante que pourrait procurer la sortie de l'entreprise. Seuls ceux qui ont été très malades en ont parfois l'occasion au cours de leur convalescence. Mais ils ne sont pas forcément en état d'en profiter pleinement. Et bien souvent, il faut qu'ils aient vu leur vie menacée, ce qui est cher payé. Une amie qui est d'origine italienne me confie que son congé maternité lui a offert cette chance. Il m'a apporté la possibilité de m'éloigner d'une certaine partie de ma vie et de pouvoir y réfléchir, de me poser. J'avoue que c'est l'un de mes verbes préférés en français. Je n'ai jamais vraiment trouvé son jumeau en italien. Quand je le pense, j'ai vraiment l'impression que le temps s'arrête tout autour et que tout devient plus facile à percevoir et à saisir. Cependant, l'arrivée d'un enfant, avec les bouleversements qu'elle suppose, ne se révèle pas toujours propice à une telle respiration. Pour certains, c'est la période des études qui donne un aperçu difficile à oublier par la suite de ce que peut être une existence où l'on s'appartient. Chantal Thomas évoque ainsi les belles journées sans frontières passées à lire, à se promener, à rêvasser. Elle se souvient de sa première chambre de bonne à Paris dans les années 1960. « Je m'étais perçue modifiée par les pouvoirs de chez moi. La même d'une certaine façon, mais plus déliée, l'esprit plus rapide et léger, une pure disposition d'être, sans le poids des attitudes soufflées du dehors, ni la limite des volontés imposées par autrui. Dans ma chambre à nouveau, j'avais tout le temps. Elle était la jouissance même d'un temps sans division, le goût retrouvé du temps de jouer. 50 ans plus tard, cette expérience fondatrice n'est plus à la portée que de quelques privilégiés. Une enquête menée en France sur les conditions de vie des étudiants en 2011 révélait que plus d'un quart d'entre eux éprouvaient des difficultés à joindre les deux bouts.
la moitié devant se débrouiller avec moins de 400 € par mois. Près d'un tiers montraient des signes de mal-être et les trois quarts estimaient appartenir à une génération sacrifiée. La période des études n'est plus une sorte de sas d'insouciance dorée entre l'adolescence et l'entrée dans la vie active, concluait la présidente de la mutuelle des étudiants. De même, à l'autre bout de la vie professionnelle, les attaques successives qu'a subi ces dernières années le régime de retraite risquent de réduire fortement le nombre de ceux qui, à l'avenir, auront une chance de retrouver la jouissance de leur temps avant de mourir.